Salut à tous, salut les académiciens, salut les membres de Telegram, Discord, Twitter. J'espère que vous allez bien, mais de mon côté, je vais plutôt bien. Me voilà de nouveau encore à travers cette vidéo éventuellement qui fera un petit peu la suite concernant la vidéo précédente où on avait un petit peu abordé la bourse, le trading et puis l'investissement en règle générale. Donc, au début, il faudrait que vous compreniez que ces vidéos sont à titre uniquement d'information et d'éducation. Ce n'est en aucun cas des conseils d'investissement. Je suis là uniquement pour essayer de faire passer des messages, pour essayer de vous donner un petit peu mes points de vue de la manière dont je vois un petit peu l'évolution des choses, de la manière dont je vois comment le monde est en train d'aller et surtout attirer votre attention sur ce secteur cryptographique qui est en train éventuellement de bouleverser les choses et qui, à mon sens, je pense, est parti pour s'installer durablement et changer éventuellement notre manière de voir les choses et surtout notre manière de vivre. Et ceux qui vont en profiter, malheureusement, c'est ceux qui pourront déjà faire des actions, c'est-à-dire placer des actions maintenant pour pouvoir recueillir des fruits par la suite. Donc, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas longue, vraiment 30 minutes à 1 heure, bien qu'il y a plein de choses à dire. Donc, j'ai séquencé un petit peu cette vidéo pour faire un petit peu suite à la vidéo précédente où on avait parlé d'analyse technique, où on avait parlé de trading. Il y avait quelque chose de fondamental qu'on a oublié, pas que j'ai oublié de mentionner, qui est réellement l'analyse fondamentale. Parce que son analyse fondamentale, c'est difficile, hein, d'accord? Parce que l'analyse technique nous permet uniquement d'avoir des points d'entrée, d'avoir des points de renforcement et d'avoir des points de sortie. Voilà ce qui nous sert l'analyse technique. Et l'analyse fondamentale nous permet de sélectionner les actifs, nous permet de sélectionner les actions, nous permet de sélectionner, peu importe, comme je dis, les actifs pour pouvoir nous positionner. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'analyse fondamentale, je prends un exemple de Warren Buffett à travers sa société Berkshire Hathaway. On sait qui est tous Warren Buffett, on sait que c'est un très, très, très bon grand investissement. On sait qu'en même temps, il est devenu milliardaire pas avec ses fonds propres uniquement, c'est parce qu'il a su créer une holding où il a fait en sorte de pouvoir réunir des fonds et analyser certaines sociétés et qui lui ont permis de pouvoir croître. J'ai beaucoup étudié la plupart des investisseurs, d'accord? J'ai beaucoup étudié la plupart des investisseurs, surtout les investisseurs de ces 10-20 premières années, les grands traders, les grands investisseurs, même les forts, même les anciens pendant la crise, la grande dépression de 1929. Je suis toujours dans l'obsession de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché pour les autres, pourquoi ça n'a pas fonctionné pour eux. Je suis toujours dans cet aspect parce que les choses ont tendance à se répéter en longueur de temps. Donc, lorsque vous avez un modèle, qu'il soit vivant ou pas, que vous l'étudiez, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il a fait et vous allez essayer d'exporter son temps, c'est-à-dire son temps, voir est-ce qu'à son époque, l'environnement qu'il avait à l'époque, est-ce que c'est le même environnement qu'on a aujourd'hui? Est-ce que les conditions sont réunies de la même manière? Même si les éléments sont différents, mais les conditions peuvent être réunies de la même manière. Donc, lorsque j'ai fait effectivement cette analyse, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ressortaient en longueur de temps, qui revenaient, et là, c'est en train encore de revenir, mais plutôt dans le sens des crypto-monnaies. Donc, on va commencer par un truc qui est très, très important. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Malheureusement, je ne suis pas youtubeur pour vous dire qu'il faut cliquer quelque part ici pour voir cette vidéo. Bien que peut-être il faut que je m'y mette pour essayer de mieux faire passer mon message. Mais cette vidéo, je crois que je l'avais balancée dans notre groupe Telegram, Discord, et peut-être sur Twitter. Dans Twitter, je ne crois pas. Mais dans cette vidéo, déjà, j'ai expliqué comment la bourse fonctionne en règle générale. Pourquoi une personne comme Tesla, d'accord, pas une personne comme Tesla, une personne comme Elon Musk, qui est le propriétaire de Tesla, est l'homme le plus riche du monde, avec des capitalisations qui explosent. Mais lorsqu'on essaie de rentrer dans les détails et qu'on essaie de voir c'est les services qu'ils proposent, par exemple, en vente de voitures, en termes de vente de voitures. Ils ne vendent pas plus de voitures que Toyota, par exemple, qui en vend des tonnes, mais qui n'a pas la même capitalisation que Tesla. Donc, je vous avais expliqué que derrière, il y a un système qui nourrit cela. Donc, il faudrait déjà que vous compreniez, par exemple, la différence entre Tesla, le groupe Tesla et le groupe Toyota. Par exemple, ils sont peut-être sur la même plateforme de marché, sur la même plateforme de marché boursière qui est le New York Stock Exchange, mais ils ne sont pas dans le même indice, par exemple, que le S&P 500. Et on sait bien que le S&P 500, c'est l'indice le plus échangé, où il y a énormément de liquidités, c'est l'indice américain.
Et malheureusement, il n'y a que les sociétés américaines qui offrent des actions extraordinaires qui peuvent en faire partie. Et lorsque vous faites partie de ça, vous avez certains avantages que j'avais vraiment expliqués dans la vidéo précédente et que je ne peux pas vraiment rentrer dans le détail. Mais ce qui est intéressant, je vais essayer de voir si je vais partager quelques séances de vidéos. Ce qui est intéressant, j'ai eu à faire, je me suis inscrit à une société, je vais oublier son nom, une société qui regroupe un petit peu les informations, d'accord, qui essaie de réunir les informations et essayer de faire en sorte qu'éventuellement, ils puissent nous donner des données et ils sont spécialisés vraiment dans les actions. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez analyser une action, bien qu'il y ait la partie fondamentale, il y a la première des choses qu'il faut essayer de voir, c'est qu'il faut déjà essayer d'analyser plein de critères. Et le critère numéro 1, ça serait de voir si la croissance des BPA, c'est-à-dire les bénéfices nets sur actions sur 5 ou 10 ans, croît régulièrement. Donc, vous comprenez que c'est un boulot, même moi-même, je ne peux même pas m'y attarder, bien que je sache comment faire et je ne pourrais pas. Et lorsque j'ai essayé un petit peu de demander ce bilan, de demander ce rapport, sur une période de 1989 à 2018-2019, ce que j'ai retiré de ce rapport, je savais, mais c'est quand même assez parlant. Je vais essayer de le partager. D'ailleurs, je le note pour que je ne l'oublie pas. Je vais essayer de le partager et on va essayer de le voir. Et dans ce rapport, effectivement, vous allez voir que 80% des sociétés allant de 89 à 2018, 80% de ces sociétés étaient en négatif ou nul, mais leur valeur ne cessait pas de croître. Donc, vous comprenez très bien que pourtant, ils ne font pas de bénéfices, d'accord? Ou bien ils sont négatifs, ou bien ils sont nuls, mais ils ont des valorisations qui explosent tout. Je vous avais déjà expliqué pourquoi. Donc, ne voyez pas parce que tel homme est riche, sachez déjà que les Jeff Bezos, les Elon Musk, ces sommes ne sont pas dans leur compte bancaire. Regardez juste l'exemple avec Kanye West. On vous a dit que Kanye West a perdu 1, et quelques milliards de dollars, plus en 24 heures. Pourtant, on sait bien que c'est un homme d'affaires et son business qui lui rapporte quelque chose de concret sont ces baskets Yeezy qu'il vend. Donc, vous croyez qu'en 24 heures, ces baskets, je ne sais pas, donc vous voyez que ce n'est pas logique. Donc, leur valorisation, leur richesse est calculée autrement. Donc, ne soyez jamais, je dis une fois de plus, ne soyez jamais dupe. Voilà pourquoi vous n'allez pas voir un Chinois plus riche qu'un Américain, parce qu'on sait que les Américains, eux, ils adorent l'Amérique, comme ils aiment le dire toujours, American first. Donc, ils vont faire des choses qui vont toujours encourager éventuellement leur économie. Et on sait qu'ils ont une puissance énorme qui s'appelle le dollar, bien que cette puissance est en train de s'amoindrir. Donc, ça aussi, c'est important de comprendre un petit peu l'environnement macroéconomique, surtout géopolitique dans lequel nous trouvons. C'est vraiment, c'est très important que vous compreniez, parce que si vous n'avez pas à comprendre, ça serait difficile que vous ayez un point de vue large et que vous comprenez comment le monde est en train de changer et surtout comment vous allez vous positionner parce que nous ne sommes pas des whales et nous ne sommes pas ces faiseurs de marché. Pas du tout. J'ai beaucoup de choses à dire et quand je parle, ça tripote ma tête et j'essaie de me recadrer pour que je ne m'éloigne pas et que j'essaie de donner des chronologies un petit peu logiques. Donc, pour cela, je vais essayer de donner deux petites pistes. Vous comprenez qu'il y a des blocs aujourd'hui, il y a le bloc Amérique, il y a le bloc européen, et puis il y a le bloc asiatique. Donc, vous vous êtes rendu compte que depuis un certain temps, il y a des guerres. Depuis Donald Trump, si vous vous rappelez bien, il a mené la guerre vis-à-vis de la Chine, compte tenu de leur balance commerciale externe, ce qui a fait en sorte que, parallèlement, la Chine décide de pouvoir, c'est-à-dire la Banque centrale chinoise décide de pouvoir, à un moment donné, de se désindexer du dollar. Parce que vous comprenez que chaque banque centrale, encore il y avait quelques temps, il fallait qu'ils aient une certaine quantité énorme de réserves en dollars. Pourquoi? Parce qu'il fallait acheter ou vendre du pétrole, du gaz ou de l'or en dollars. D'accord? Donc, c'était ça leur force. On se rappelle encore pendant cette crise ukrainienne, le gaz, lorsqu'ils ont donné des sanctions à la Russie, la Russie avait du mal à pouvoir échanger, mais la Russie avait quelque chose d'énorme, un levier fort, c'est le gaz. Et lorsque ces sanctions sont rentrées en jeu, on a bien vu que la monnaie russe s'est dévaluée, elle a chuté. Et lorsque Poutine est monté au créneau pour décider, pour dire, OK, dorénavant, vous ne payez plus mon gaz en dollars, mais vous le payez avec ma monnaie, et automatiquement,
les crypto-monnaies qu'est-ce que je raconte, les crypto-monnaies? La devise russe a explosé et parallèlement aussi, les Russes, les Indiens, les Chinois, la Turquie, l'Arabie Saoudite, même le Brésil de Bolsonaro, ils se sont concentrés pour créer ce qu'on appelle un organisme BRIC qui va utiliser des mécanismes différents que celui des Américains, en contrepartie, par exemple, du Sud, qui permet de faire des échanges interbancaires ou internationaux. Mais en même temps, ils ont commencé à réfléchir comment inclure éventuellement des échanges cryptographiques. On a vu récemment la Banque centrale russe a déployé des tests grandeur nature qui sont plutôt bien positionnés. La Chine a banni le Bitcoin et a mis en valeur sa monnaie numérique qui est en train d'exploser dans la région chinoise. Donc, vous voyez que les cartes sont en train d'être rebattues et c'est de se dire maintenant comment nous on se positionne. Donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, on ne parle même plus de monnaie fiduciaire, on ne parle même plus d'actions, mais on commence à parler de la crypto-monnaie et des blockchains. Donc, on est en train de passer un nouveau cap, on est en train de changer d'évolution, on est en train de changer de mentalité. Ça s'accélère à un point, n'est pas possible. Je m'y attendais. Personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. On voit des grosses banques y aller, on voit des Visa, des Mastercard se battent pour proposer des services. On voit Elon Musk qui rachète Twitter. On voit CZ, qui est le propriétaire de Binance, venir vers Elon Musk pour savoir si on ne peut pas mettre Twitter dans le Web 3.0. On voit énormément de choses qui se mettent en place. On voit même des sociétés qui sont en train de faire faillite, qui sont en train d'être rachetées par ces gens, des visionnaires comme les CZ, comme les propriétaires de FTX, qui, pendant cette étape, avaient compris déjà que les choses vont changer. Ils ont mis des réserves de côté pour racheter toutes ces sociétés qui sont en train de chuter. Et parallèlement, on voit la finance classique déboussolée. On voit des banques centrales qui disent n'importe quoi. On voit des banques centrales qui ne savent même pas comment se positionner. On voit des régulateurs qui sont perdus. La SEC, la CFTC qui sont perdus. On voit déjà la SEC, le procès qu'il est en train de mener contre RIP. Ça lui met des bâtons sous les roues. Coinbase, qui avait délisté XRP, commence à se repositionner. Donc, vous comprenez que là, on est parti sur c'est un bouleversement incroyable. Je peux en parler des heures, mais c'est très, très passionnant et ça nous donne une ouverture, ça nous donne une occasion pour que nous qui rêvions d'atteindre la liberté financière, aujourd'hui, on l'a pratiquement à portée de main. On l'a à portée de main. Parce que si vous prenez par exemple l'exemple de Warren Buffett, lorsqu'il a commencé à investir dans les années 50, il était dans une situation où, à ce moment, c'était possible pour lui, c'était facile, l'environnement, tout était propice. C'est-à-dire, si on reporte la même période maintenant et qu'on demande à Warren Buffett de refaire la même chose maintenant, je suis sûr et certain qu'il ne va pas choisir les actions. Parce qu'aujourd'hui, les choses ne sont plus, il n'y a plus d'action en tant que telle, il y a beaucoup d'industries qui sont en train d'être bouleversées et il allait réfléchir autrement. Bien qu'aujourd'hui, il critique les crypto-monnaies, il est quand même très intelligent, bien qu'il n'investisse pas directement sur les crypto-monnaies, mais il investit sur les projets en lien, c'est-à-dire il investit indirectement. Donc, vous comprenez qu'à l'époque où Warren Buffett a commencé à investir, comme je dis, dans les années 50, il y avait pas tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les marchés étaient encore très bas, les États-Unis étaient en pleine forme, et en plus, à l'époque, on n'avait pas encore la convertibilité entre l'or et le dollar avant que Nixon le change. Donc, il a eu la chance, donc il a saisi l'occasion. Et cette chance, aujourd'hui, nous est donnée à tous à travers les crypto-monnaies. Mais il faudrait que vous arriviez à comprendre, il faudrait que vous ayez le temps d'apprendre, le temps de vous former. Internet, aujourd'hui, c'est un outil fabuleux, c'est un outil magnifique, mais aussi c'est un outil à double tranchant où vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Donc, le plus difficile, c'est d'arriver à trier. Mais maintenant, une fois de plus, ici, on essaie de donner des éléments pour que vous puissiez avoir éventuellement des pistes pour essayer d'aller chercher ce que vous en faites. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien qu'au sein de la GM, on a créé une académie dans ce sens où on a des réunions mercredi, jeudi, samedi, où je rentre dans les détails. On a souvent des réunions qui vont jusqu'à 2, 3, 4 heures pour les académiciens qui me servent. Donc, je ne compte pas mes heures et je ne compte pas mes efforts parce que je connais la difficulté de beaucoup d'entre nous. Et lorsque je vois qu'il y a des gens, qu'il n'y a qu'une minorité qui emmagasinent beaucoup d'argent sans pourtant trop faire d'efforts et qui disent aux autres qu'il faut travailler dur et qu'il n'y a pas d'argent magique, mais c'est se
c'est se foutre du monde et malheureusement, on vit dans ce monde. Donc, j'essaye tant bien que mal, avec avec le peu d'expérience que j'ai, le peu de connaissances que j'ai, d'essayer d'apporter éventuellement des solutions. Donc, pour cela, je vais juste partager rapidement mon écran ici pour que, on va commencer déjà par ce dont je vous ai parlé sur les actions. Et ça va, OK, si mon ordinateur m'accepte, OK, super. Et ça va vraiment peut-être vous donner un point de vue assez intéressant. Et je vais essayer de l'interpréter. OK, let's go. Je vais juste balancer de l'autre côté. Accordez-moi juste quelques petites minutes et on va essayer d'accélérer. OK, bien. Donc, ceci dit, je crois que tout est OP. Je vais partager l'écran rapidement le temps que je retrouve juste ce que je veux partager. Bien, c'est trouvé. Parfait. Bien, OK. Bah, comme je disais, ça sont des échanges que j'ai avec un partenaire avec qui on discutait. Mais c'est ça. Je vais commencer déjà par ce tableau très rapidement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la société Longboard Asset Management. Donc, ceux qui veulent s'y abonner et avoir des données, ceux qui sont vraiment intéressés sur les actions, c'est vraiment important. Donc, comme j'ai dit, cette société a recueilli un petit peu des données. Excusez-moi. Donc, je rapproche mon micro. Je crois que peut-être le son ne sera pas très top parce que j'ai changé de matos et je crois que le matos que j'ai pris n'est pas très bon. Encore désolé de la qualité du son. Donc, cette société américaine, Longboard Asset Management, a essayé d'analyser à peu près plus de 20 000 actions américaines. Le rapport, c'est entre 89 et exactement 2019. Et il les a classées par ordre de performance annuel. OK? Donc, si maintenant on part, par exemple, de la gauche vers la droite, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a à peu près 7 000 actions américaines, hein, à peu près, ce qui fait à peu près 48%, qui offrent des performances négatives. C'est effrayant, c'est beaucoup, hein, 48%. Et donc, il n'y a que 52% des autres actions restantes sont positives. Et il va encore plus loin, c'est-à-dire, lorsqu'il essaie de comparer la performance totale des actions, d'accord, qui sont à peu près de 1800 actions à peu près ici, il dit que 7% du total font mieux que l'indice S&P 500. Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de c'est quoi l'indice S&P 500. Donc, il n'y a que 7% de ces actions qui font mieux que l'indice S&P 500. OK? C'est-à-dire, ils font plus de 500%. Et le reste, ils font plus ou moins égal à l'indice. Ça c'est déjà tellement révélateur. C'est vraiment révélateur dans le sens où il n'y a qu'une petite partie des actions au sein des actions vraiment américaines qui donnent de la performance, qui donnent vraiment de la performance. Maintenant, le plus effrayant, c'est ce graphique-ci. D'accord? C'est ce graphique-ci. Et bon, je sais que c'est en anglais, hein, mais comme il faut le voir, et ça, c'est vraiment effrayant, c'est à peu près, on dit que 80% des actions américaines offrent une performance négative ou nulle, malgré les records historiques du S&P 500. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Malgré ce record, malgré qu'on nous dit que le S&P 500 explose, malgré que les capitalisations au sein de ce S&P 500 explosent, 80% de ces sociétés donnent des performances négatives ou nulles. En d'autres termes, si vous aviez investi dans la période de 89 à 2018 dans ces sociétés, actuellement, vous n'aurez rien gagné ou pire, vous aurez perdu. Mais ces sociétés, leur valeur n'aurait cessé de croître. Je vous avais déjà expliqué tout cela auparavant. Malheureusement, ça, c'est la dure réalité de l'investissement en bourse en règle générale. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il faudrait que vous compreniez, OK? Et ce que je vais attirer à travers ces graphiques, c'est que il n'y a qu'à peu près 20% des actions, d'accord? 20% des actions en bourse, des performances de certaines actions tirent certaines valeurs. D'accord? Mais il va maintenant savoir comment les choisir, comment y aller.
Et moi, je sais comment le faire, ça demande beaucoup de boulot. Voilà pourquoi c'est compliqué pour ceux qui ne se connaissent pas pour dire, OK, je vais acheter du Amazon, je vais acheter du Apple, je vais acheter je ne sais pas quoi, peut-être vous ne rentrez pas au bon moment et puis pendant 2, 3, 4 ans, vous n'avez pas de dividendes derrière. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose que c'est une notion que vous devez arriver à comprendre. Mais tout cela est un petit peu balayé. Au niveau des crypto-monnaies, il n'y a pas ce genre de choses. Maintenant, dans les vidéos, attendez, je vais juste prendre un peu d'eau. Dans la vidéo passée, regardez cette vidéo dans Telegram, je vous avais parlé des risques, je vous avais parlé des véhicules. Donc, là, par exemple, les actions peuvent être des véhicules, les sociétés dans lesquelles nous investissons peuvent être des comment dire, des véhicules. Excusez-moi, je vais juste éteindre mon alarme qui me dérange un petit peu d'ailleurs. Je ne sais pas, OK, j'ai trouvé. Bien, donc, comme je disais, ce sont des véhicules et ces véhicules, ben, il faut savoir, il faut connaître où vous investissez. Il y a aussi des risques, d'accord? Et on avait parlé éventuellement de la bourse qui a un véhicule, on avait parlé des ETF, on avait parlé des fonds d'investissement, on avait parlé des projets d'investissement dans le web éventuellement et on avait parlé de pas mal de choses. Mais quand je parle de risque, le risque, c'est partout. Ce n'est pas parce que je parle aujourd'hui des crypto-monnaies, de Bitcoin et tout le reste qu'il va falloir comprendre qu'il n'y a pas de risque. Mais néanmoins, votre but, c'est d'arriver à faire en sorte de réduire une fois de plus vos risques, minimiser vos risques et maximiser vos gains. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous pose juste une question, réfléchissez juste quelques secondes à votre niveau et répondez à cette question. Est-ce que là maintenant, c'est-à-dire en 2022, novembre 2022, en termes de proportionnalité de risque à investir sur le Bitcoin, est-ce que nous avons le même risque qu'il y a 6 ans? Bah, à mon avis, moi, je réponds à cette question, non. C'est-à-dire, on avait plus de risques à investir sur le Bitcoin il y a 6 ans que maintenant, avec tout ce qui se passe au contraire. Le risque déjà dans ces secteurs est atténué, mais ça ne veut pas dire que d'autres crypto-monnaies ont ce même risque, c'est-à-dire ont ce risque qui a été atténué, non. On l'a vu récemment avec le Luna. Le Luna, c'est quelque chose, c'est une crypto-monnaie avec un projet qui est venu très vite, qui a explosé, qui a rendu beaucoup de gens millionnaires. Et en passant, l'industrie ou bien le secteur cryptographique a rendu beaucoup de gens millionnaires en un laps de temps que n'importe quel autre secteur boursier au monde ou bien n'importe quel business au monde. On a eu des millionnaires, on a eu des milliardaires au bout de 2-3 ans. Moi-même, j'ai failli être millionnaire, mais bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, ils comprendront pourquoi, mais j'ai appris de ces erreurs. Donc, il ne faudrait pas que je recommette les mêmes erreurs que j'ai commises. Soyez-en sûrs que dans 4-5 ans, je serai millionnaire. Ça, ce n'est même pas à débattre, parce que je suis en train de construire les choses dans ce sens. Et aujourd'hui, si j'insiste et que je suis encore, que je fais des vidéos, c'est parce que c'est une aubaine, c'est un moment qui nous est donné. À travers, il y a beaucoup de business. Aujourd'hui, Ethereum est passé en proof of stake. Ça permet à beaucoup de personnes d'être validateurs, surtout au prix que Ethereum est aujourd'hui. Ça permet aux gens d'accumuler. Il n'y a pas que Ethereum, il y a pas mal de projets. Maintenant, je vais revenir très rapidement sur les risques. Et ça, je vais partager mon écran pour que vous compreniez qu'il y a aussi des risques. Et c'est quelque chose qui est en train de nous pendre au nez très rapidement, hein, qui est en train de venir. Et c'est ça, malheureusement, qui risque de peut-être pousser le Bitcoin peut-être vers 10 000 ou 12 000 $ de Bitcoin. Donc, c'est ça. C'est le mining. Bon, vous savez ce que c'est que le mining, je n'ai pas envie de revenir dessus. Et on a un géant du mining qui écrit à la SEC. Je ne sais pas si j'ai envoyé ce document dans nos groupes Telegram, mais je vais le faire après la fin de la vidéo. Donc, qui écrit à la SEC, je crois, le 26 octobre, comme il faut le voir, je vais le lire rapidement. Corps Scientifique est le plus grand mineur de Bitcoin public. Sa chute éventuelle est donc particulièrement scrutée par un écosystème devenu inquiet. Donc, le 26 octobre dernier, l'entreprise a ainsi enregistré un document auprès de la Security and Exchange Commission, c'est-à-dire la SEC américaine. Elle explique aux gendarmes financiers américains être arrivés à une situation économique particulièrement critique. Particulièrement critique. D'accord? Donc, ils anticipent que ces ressources, c'est-à-dire ces ressources en fonds propres, seront épuisées d'ici la fin de l'année, d'ici cette année, fin de l'année décembre. OK? Maintenant, ce qui est pire, c'est ça.
la faillite envisagée, les investisseurs pourraient tout perdre. Et donc, lorsqu'on a eu cette annonce, l'action de Core qui se trouve au Nasdaq, qui est basée au Nasdaq, a complètement chuté. Complètement chuté. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est un véhicule d'investissement. Okay? Donc, qu'est-ce que les gens se sont dit lorsqu'ils ont investi dans cette société Core? Ils se sont dit, OK, ils sont dans le mining. Le Bitcoin ne va pas être exposé. On était à 50 000, 60 000 il y a encore une année, d'accord? Le Bitcoin ne va que aller à 120 000. Le mining, c'est bon. Ils ont ce qu'on appelle des mines, non même pas eux, c'est pas pour faire du mining, vous avez peut-être besoin de ce qu'on appelle oh là là, j'ai oublié le nom, m'échappe, mais pour un particulier, mais pour des sociétés comme cela, ils ont des fermes de mines énormes, énormes qui génèrent de l'argent. Mais ça pourrait que générer de l'argent tant que le Bitcoin continue à exploser. Et est-ce qu'ils avaient envisagé que le Bitcoin un jour peut chuter jusqu'à 18 000, 19 000? Je ne sais pas. Et là, on se retrouve dans une situation avec ce genre de message qui peut faire en sorte qu'en 2023, le Bitcoin se retrouve encore à 10 000, sachant bien qu'il n'y a que le halving en 2024. Donc, on a encore une année 2023 assez fou. On n'a pas de visibilité sur 2023. Donc, vous voyez que ceux qui ont choisi ce genre de véhicule risquent de tout perdre. Risquent de tout perdre. Surtout si le Bitcoin ne remonte pas très rapidement. Et surtout s'ils n'ont pas de repreneur très rapidement. Maintenant, on a Sam, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est Sam, le propriétaire de FTX, qui a fait une proposition. Pour ceux qui suivent un petit peu le secteur des crypto-monnaies, encore ça, c'est quelque chose d'important. Lorsque vous investissez, peu importe le véhicule que vous choisissez d'investir, suivez le minimum des informations, suivez ce qu'il propose pour essayer de voir si ça va dans votre sens ou pas. Parce que souvent, dans ce qu'il propose, ça va vous permettre de pouvoir sortir. Là, quand vous voyez cette baisse, c'est ceux qui sont sortis très rapidement du projet. À perte ou pas, ils s'en foutent, ils sont sortis du projet. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, à ce moment, les gens retirent de l'argent. Mais si vous avez investi dans cette société et que nous sommes le premier et que vous ouvrez, vous allez voir que vous avez perdu le capitaux, vous n'avez pas eu le temps de réagir. Et tous ceux qui ont suivi le message, ils ont tous eu le temps de réagir. Donc, c'est important de suivre les informations. C'est un petit peu comme le Luna. Quand le Luna, on se rappelle bien quand le dollar du Luna a décroché vis-à-vis du dollar américain, beaucoup de gens se sont mis à sortir. Et ceux qui sont sortis à la fin, c'est-à-dire 3 ou 4 jours après, malheureusement, ceux-là, ils ont beaucoup perdu parce qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir plus tôt. Donc, c'est important, vraiment très important, de suivre les actualités de l'endroit où vous investissez, des sociétés ou des véhicules que vous choisissez d'investir. C'est important. C'est vraiment très, très, très important. D'accord? Donc, n'investissez pas et puis dites que je n'ai pas le temps et puis non, ce n'est pas comme ça. Vous allez en faisant ceci, vous allez toujours perdre parce qu'on n'a aucune visibilité. Quelque chose peut très bien se passer et il suffit d'une petite information. Au bout de quelques heures, ça change tout. Et si vous n'êtes pas réactif, vous perdez tout. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de scruter. Ça m'a fait la proposition à la SEC. Vous savez bien que pour injecter un petit peu ou bien pour essayer d'injecter des fonds, il y a quelques précautions, il faut d'usage qu'il va falloir faire. On va essayer de voir si ça serait accepté ou pas. Mais si ce n'est pas accepté, ça, c'est dangereux parce que ça risque d'entraîner d'autres pools de mining en difficulté. Donc, 2023, une fois de plus, comme je dis, ça ne sent pas du tout bon. Ça ne sent pas du tout bon. Mais parallèlement aussi, ça sent bon dans le sens où ça peut être une opportunité pour ceux qui vont pouvoir patienter et pour ceux qui vont pouvoir mettre des USDT de côté. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de scruter, c'est quelque chose que je suis en train d'observer. Et un Bitcoin à 8 000, 10 000 me ramènera peut-être avec un Ethereum à 700, 800 ou ramènera un BNB à 150. Voilà les crypto-monnaies que je suis en train d'accumuler. Si ça chute, beaucoup vont perdre. Mais pour moi, ça serait une opportunité de pouvoir renforcer mes positions. Donc, j'ai cela en tête de mire. D'accord? Donc, voilà pourquoi ça, c'était quelque chose d'important à comprendre. Maintenant, je reviens très rapidement sur un autre projet dans lequel nous sommes. Comme je dis, je suis dans plusieurs projets, mais un projet quand même que je vais essayer de présenter tout de suite, c'est le Lina. Pourquoi? Parce qu'il faudrait comprendre que lorsque vous regardez un projet, il n'y a pas que le Lina, il y a plusieurs projets aujourd'hui, il y en a des centaines. Mais il va falloir, comme j'ai parlé tout à l'heure de Warren Buffett, vous avez compris que Warren Buffett, ce qu'il fait, c'est quoi? Il analyse d'abord, on a parlé d'abord de l'aspect de l'environnement. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Quel projet, quelle solution il va vraiment résoudre, pas forcément tout de suite dans le présent, mais peut-être dans le futur. Est-ce qu'il va aller au bout de ses idées? On ne sait pas. Donc, on ne parie parce que personne n'a aucune boule de cristal. On essaie de condenser les données
macro, géopolitique et technique pour essayer de voir si cette société, si cet actif vaut le coup. D'accord? Si je reviens sur le Lina, je vais m'arrêter exactement sur ces deux fondateurs, d'accord, qui connaissent très bien le dossier. Dre, il est plutôt dans tout ce qui est blockchain. Okay? C'est ce qui explique pourquoi Lina aujourd'hui est un protocole multi-chaîne. Ils sont sur BNB, sur Ethereum, sur Polkadot, sur Moonriver, sur Moonbeam, et je crois qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Peut-être ils vont encore aller sur d'autres projets AVE, j'en sais rien. Mais ça, c'est leur projet d'être multi-chaîne. Donc, voilà pourquoi celui-ci, il est plutôt spécialisé dans ce sens. Mais ce que j'aime bien, c'est plutôt Kevin Tai. Kevin Tai, pourquoi? Son CV en dit non. En dit non, comme j'espère que vous avez tous eu le temps de lire, mais le plus important qui m'intéresse, c'est que parmi ses rôles passés, ça inclut celui de vice-président des produits structurés au sein de Crédit Suisse. Donc, Crédit Suisse, c'est une banque suisse, comme le nom l'indique, mais ils ont une filiale d'investissement quand même assez colossal. Et ce monsieur, c'était pas n'importe qui, il faisait partie des vice-présidents. Il sait comment structurer un produit financier. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'INEA, on sait qu'on parle des produits synthétiques. Donc, les produits synthétiques, logiquement, sont destinés au monde institutionnel parce que vous pouvez échanger de l'or, du pétrole, du blé, n'importe quoi, mais qui ne sera pas sur le marché classique. Donc, ce sont des visionnaires dans le sens où ils se sont dit, OK, la blockchain, les cryptos sont partis pour s'installer. Donc, il va falloir qu'on puisse déjà, maintenant, parce qu'ils ont déjà commencé, à travailler sur ces projets depuis 2020, ils ont commencé à être listés sur les plus grosses plateformes dès janvier 2021. Ils ont été listés sur Binance mi-2021. Donc, c'est un projet qui n'a même pas encore 2 ans d'existence, contrairement à d'autres. Et ils se sont dit, tiens, on voit ce qui se passe. Avec tout ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, la finance traditionnelle va pouvoir peut-être se déplacer vers les crypto-monnaies. Donc, lorsqu'ils vont vouloir se déplacer, il va falloir que lorsqu'ils vont se déplacer, qu'ils arrivent à trouver des solutions. Et nous, on va les proposer ces solutions. D'accord? Et quand on voit une personne comme Kevin Tai qui était déjà, qui structurait ses produits, donc vous comprenez bien que si ce personnage va chez BlackRock ou bien chez JP Morgan ou bien chez n'importe quelle banque, bah, ils vont l'écouter. Et c'est ce qui est en train de se passer. D'accord? C'est ce qui est vraiment en train de se passer. Donc, ils sont en train de travailler en sorte de permettre cette transition. Est-ce que cette transition se fera maintenant? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être accéléré? Je n'en sais rien parce qu'il y a encore des blocus. Donc, c'est ce qui explique éventuellement pourquoi cette crypto-monnaie va lentement, parce qu'on est vraiment dans une phase d'accumulation. Mais lorsque cette transition sera effective, mais soyez-en sûrs que ça, c'est l'un des projets qui peut exploser. D'accord? Ils ont un concurrent qui s'appelle Synertix, qui a explosé Synertix ils ont 7 ans. Ils ont 7 ans, ça veut dire ils sont là depuis plus de 7 ans que l'INEA finance. Ils ont atteint un prix de $20. D'accord, aujourd'hui, ils sont à $3 et c'est le concurrent de Synertix. Mais en termes de produits, en termes, comment dirais-je, de la manière dont c'est proposé, l'INEA est largement en avance. Largement en avance. Donc, il va falloir qu'ils puissent convaincre, qu'ils passent sur le aspect marketing. Mais ça, c'est dans leur projet. Ils ne sont pas encore à ce stade. Ils sont plutôt en train de structurer les bases et après faire le marketing. Donc, ouais, c'est comme ça qu'on voit un projet et on l'accumule. On l'accumule, sachant bien qu'il a un prix, ce qu'on appelle un ATH à $1, d'accord, à $1, aujourd'hui, il vaut 0,007. Donc, si vous avez 2 millions de Lina à 0,007, ça vous coûte grosso modo $20 000 tout de suite. C'est-à-dire ceux qui ont $20 000, ils investissent tout de suite, ils ont 2 millions de Lina. Et lorsque ça va atteindre $1, ben, vous aurez 2 millions. Tout simplement. Voilà comment on devient millionnaire très facilement. Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à dire. Et là où je parlais de Dre gère une société de Liquefy. Donc, allez-y voir Liquefy. Et entre-temps, récemment, Liquefy, c'est vraiment officieux. C'est vraiment officieux. Dre est rentré en… Excusez-moi, je vais partager pour que vous le voyez très rapidement. Il est rentré en contact avec cette société. Je crois que je vous avais partagé, si je ne me trompe pas, je vous avais partagé je vous avais partagé éventuellement ce graphique-ci, pas ce graphique, mais comment dirais-je, ce petit test, je vais le mettre en français. Donc, ce petit document qui, Fidelity, c'est un fonds d'investissement qui s'occupe de pouvoir investir des capitaux des institutionnels. Donc, vous comprenez que des institutionnels, souvent,
Ils ne font pas leur propre investissement, ils délèguent aussi, eux, leur capital. Donc, Fidelity était déjà sur Bitcoin et en octobre, je crois le 25 ou le 26 octobre, ils ont commencé à proposer à leurs clients institutionnels d'investir sur Ethereum. D'accord? Sur Ethereum, pourquoi? On sait tous que Ethereum, maintenant, depuis qu'il est passé en proof of stake, beaucoup d'institutionnels sont en train de s'y intéresser. Mais ce qui est intéressant à comprendre, comme je l'ai dit une fois de plus, il est rentré en contact, bon, ou bien pas il, mais je crois que c'est Drake qui est rentré en contact avec eux pour essayer de voir le moment venu, est-ce que ça ne serait pas opportun qu'ils tissent un partenariat pour que Linear Finance leur propose des produits synthétiques. Okay? Mais vous comprenez, voilà ce qui bloque là aujourd'hui. C'est que les investisseurs attendent le marché haussier, d'accord? Donc, c'est-à-dire dans 2 ans, logiquement, et la clarté de la réglementation. C'est ça, parce qu'actuellement, effectivement, il y a un petit conflit entre la SEC et la CFTC. Donc, ce sont 2 régulateurs américains. L'un s'occupe de réguler tout ce qui est commodité, c'est-à-dire matière première, et l'autre s'occupe, la SEC en particulier, de réguler tout ce qui a trait vraiment aux valeurs immobilières, c'est-à-dire les actions et tout le reste. Maintenant, les 2 régulateurs, ils sont d'accord pour dire, OK, que Bitcoin, s'il faut le réguler, au contraire, il faut qu'on le prenne comme un actif commodité, c'est-à-dire au même niveau que l'or. Donc, ils sont tous 2 d'accord pour le faire. Mais par contre, depuis que Ethereum est passé en proof of stake, ils ont du mal à savoir si c'est plutôt commodity ou bien si c'est plutôt valeur immobilière. Donc, ils se battent à ce niveau. Mais logiquement, si on prend un petit peu du recul, on peut analyser Ethereum au même niveau que Bitcoin, c'est-à-dire plutôt commodity du côté de la CFTC. Mais on sait tous que derrière Ethereum, il y a des protocoles, il y a des projets comme un petit peu Linear qui sont plutôt axés sur les valeurs immobilières. Donc, comment arriver à les réguler? Ça, honnêtement, je ne sais pas, mais bon, trouver une solution. Et c'est ce que ces institutionnels sont éventuellement en train d'attendre pour pouvoir se positionner. Donc, voilà. Maintenant, pour terminer, vous comprenez qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose très rapidement, vous comprenez qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est plutôt quelque chose d'intéressant qui nous donne aujourd'hui une certaine visibilité. L'analyse fondamentale ne se fait pas comme l'analyse, comme les actions, c'est quand même très difficile. Il faut du temps, il faut de la ressource, il faut de l'énergie pour essayer d'aller trier dans ce millimélo les 20% des sociétés qui peuvent nous rapporter de l'argent. Il faut savoir comment éventuellement faire sortir ce fameux BPA, c'est-à-dire le bénéfice net par action et choisir le meilleur. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, sur les crypto-monnaies, tout est simplifié. Vous avez l'analyse technique en soi déjà, qui pour moi n'est que 30% de la prise de décision, mais vous avez 70% de reste qui ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale à travers les données en chaîne. Ça, c'est une révolution dans le sens où lorsque les whales, je crois que j'avais partagé cela aussi sur notre groupe, ouais, je ne partage pas mon écran un instant, je crois que j'avais partagé sur Telegram et tout le reste. Donc, comme je le disais, vous avez l'analyse en chaîne et ce sont ce genre de… je crois que je l'ai partagé où d'ailleurs? Voilà, sans ce genre de données. Par exemple, là, hier à 5 heures du matin, j'ai remarqué, bon, pas hier, ce matin, j'ai remarqué une transaction d'un Wales qui a envoyé des BNB sur Binance. Donc, en règle générale, je dis 80-90% du temps, quand ce genre de transaction a lieu, ça veut dire que cette personne avait acheté auparavant. Effectivement, lorsque je suis rentré, j'ai pris son adresse, j'ai reculé de quelques semaines. Effectivement, je me suis rendu compte qu'il avait acheté une certaine quantité, à peu près, je crois, 400 000 Lina, que je dis Lina, excusez-moi, 400 000 BNB, et là, il envoie 129 000, d'accord? Donc, c'était à 5 heures du matin. Après, je dis, bon, va-t-il vendre? Bon, c'est ce que je préconisais. Et parallèlement, j'ai pris une position short sur le BNB. Vous voyez, j'ai pris une position short sur le BNB. Donc, une position short qui me faisait déjà gagner 59% à 13 heures pour finir avec 125%. Et vous voyez très bien que c'est du short. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'analyser et de suivre ce Wiz. C'est ce qui est intéressant avec les crypto-monnaies, parce que la blockchain nous le permet. Bien que tout est décentralisé, mais ils sont obligés. On sait tous que ce qu'est c'est qu'une blockchain. Tout est enregistré et tout le monde a accès du moment où vous savez où voir. Mais ce qui n'est pas le cas des marchés de Forex, ce qui n'est pas le cas des marchés des actions, des opérations, dans aucun marché. Même ici, ces institutions peuvent souvent manipuler le marché, mais pour ceux qui savent comment regarder, on sait à quel moment ils manipulent parce que tout est enregistré. Mais il faut suivre.
Et lorsque vous suivez, ben, c'est très facile. Donc, c'est un petit peu comme ce que j'ai envoyé sur le MKR. On voit bien qu'il y a 2 fonds qui ont accumulé sur MKR à un certain prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de voir à quel prix ils l'ont pris. Je regarde techniquement si la zone est propice. Effectivement, lorsque j'ai envoyé techniquement, je me dis que ça se tente et j'ai pris une position. D'accord? J'ai pris une position d'achat. Donc, je vais acheter d'ici. D'accord? Jusque-là. Parce que lorsque j'observe qu'effectivement, ces gens qui achètent, leur prix de revient, d'accord, leur prix de revient est situé à peu près vers 1200, 1400. Donc, ça veut dire que là, actuellement, ils sont en train de perdre. OK, ils sont en train de perdre. Pour ceux qui comprennent la GEM Academy, ils sont en train de perdre. Donc, ils ont intérêt à acheter pour baisser leur BE. Et lorsque j'ai analysé, et pour ça, il m'a fallu rentrer, voir à quel moment ils ont. Et ça m'a pris pratiquement 3 ou 4 heures, voir à quel moment ils ont commencé à acheter du market maker, faire un prix moyen. Et lorsque je fais ce prix moyen, pour ces 2 sociétés, pour ces 2 fonds d'investissement, ils sont compris entre 1600 et 1400. Donc, eux, tant que ce macaire va continuer à acheter, ils vont faire que acheter. Et ils en achètent beaucoup. Et donc, moi, je fais la même chose. Et lorsqu'ils vont vendre, ben, je fais la même chose parce que je les surveille. Donc, vous voyez que ça, c'est une aubaine. D'accord? C'est une aubaine. Et vous pouvez même suivre les portefeuilles comment il s'appelle, du mec de Twitter, là, Elon Musk, le Doge. D'ailleurs, je vais le présenter pour président canadien parce que j'ai trouvé son portefeuille. Ça m'a pris pratiquement 24 heures pour trouver son portefeuille. Et à partir de là, je pourrais réellement suivre ce qui en est. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu avant que le Doge n'explose, avant que le Doge ne fasse 30% ces dernières 24 heures, que le portefeuille qui est domicilié chez Robinhood, d'accord? Robinhood, c'est notre plateforme. Ce portefeuille avait acquis des Doge avant l'explosion. D'accord? Et j'avais aussi envoyé aussi ce petit truc, c'est le portefeuille de Justin Sun. Bon, vous savez, c'est qui Justin Sun? C'est le propriétaire du réseau TRC20, c'est-à-dire du réseau Tron. Et il a encore envoyé des dollars. On se rappelle très bien que lorsqu'il avait déjà détecté cette phase, lorsqu'il avait envoyé des dollars sur Binance, l'ETH, pour acheter l'ETH était à 1335 et après ça, l'ETH est passé à 1620. Bon, là, nous avons un ETH à peu près à 1580 et là, ils envoient des USD. Donc, il y a 2 cas de figure. Soit il sait que le FOMC arrive, hein, le FOMC, c'est vendredi, ce sont des données macro-américaines. Donc, il se dit, OK, je vais m'apprêter au cas où l'Ethereum baisse encore. Moi, je suis en train peut-être de voir un Ethereum entre 1400 et 1350. D'accord? Vous vous rappelez bien, lorsqu'il avait envoyé la première fois, on était à 1335. Est-ce qu'il ne peut pas se dire que si le prix revient, parce qu'on sait en règle générale, les académiens savent en règle générale, lorsque les prix explosent, ils ont tendance souvent 80-85% à revenir à leur prix d'origine, chasser les stop loss de ceux qui ne sont pas sortis tôt et repartir. Est-ce qu'ils ne se posent pas la même question? Moi, c'est déjà un indicateur. Et vous pouvez le voir, son portefeuille, l'avantage ici, son portefeuille porte son nom. OK? Justin Sun. OK? Donc, il a fait du... Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez suivre. Ça demande de ne pas aller ça ne demande pas de grandes universités. Mais en suivant ce genre de choses, comme je dis une fois de plus, nous ne faisons pas de marché. Nous ne suivons que ces baleines qui les écrasent. Et avec les crypto-monnaies et la blockchain, c'est une chance, mais incroyable. Comme je dis, vous ne pouvez pas le voir sur des actions. Si Warren Buffett veut faire un investissement, vous ne saurez jamais sur quoi il va investir. Si ce n'est pas quelques mois après, lorsque le prix a vraiment explosé et que les gens commencent à en parler pour créer du FOMO. Malheureusement. Mais là, grâce à la blockchain, si vous savez où regarder, ça prend du temps, analyser, repérer ces portefeuilles, repérer leurs mouvements. Mais là, je vous assure que vous allez pouvoir faire votre petit business. Donc, ceci dit, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et j'espère que ça n'a pas été trop lent. Et je vais essayer de préparer des vidéos pour les semaines à venir. Je vais m'arranger à faire en sorte que ces vidéos soient de moins en moins longues, mais de plus en plus utiles. Allez, portez-vous bien. Bonne fin de semaine à tous et à très, très, très bientôt. Bye bye.